la mobilité est un sujet d'une complexité anthropologique extraordinaire. Je dis souvent que si nos arrière-grands-parents n'avaient pas eu l'audace de franchir les collines qui les séparaient du territoire voisin dans l'est de l'Afrique, il n'y aurait jamais eu de peuplement humain de la Terre et on serait toujours quelques dizaines de milliers d'êtres humains répartis de façon très fragile et très vulnérable dans des tribus. Alors, pour certains, c'est peut-être un rêve, mais je pense que dans l'Anthropocène où nous sommes, on peut observer et constater que le génie humain a réussi à se développer et à se déployer par la densité. Et la ville a été de tout temps symbole d'intelligence collective, de mise en commun des problématiques de production, de commerce, de sécurité, et notamment dans notre vieille Europe, on constate que la ville a créé cet adjectif d'urbanité. On oppose l'urbanité au caractère rustique du monde rural, plus difficile, plus complexe et plus instable et surtout insécure. Il est resté insécure sur tous les plans, climatiques, politiques, jusqu'au début du XIXe siècle. Donc on est bien dans une réflexion sur la mobilité. Comment concilier, et c'est le sujet que nous allons essayer de traiter ensemble, 3 dimensions de la mobilité. D'abord, une dimension anthropologique, sociologique, culturelle. On a envie de voir les autres. L'homme est un animal humain, complexe. Qu'est-ce que c'est l'humanité? L'humanité, c'est frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. C'est construire ensemble des interactions dynamiques qui font que nous ne sommes pas des ermites. La civilisation, la culture, est née du rapprochement des points de vue, des expertises, des expériences. Et donc, cette volonté humaine collective de se rapprocher est quelque chose qui s'incarne aujourd'hui dans les villes, mais pas que dans les villes. Et grâce aux technologies de l'information, on a pu urbaniser, sans en avoir tous les inconvénients, une grande partie de l'espace rural qui aujourd'hui n'est plus déclassé en termes de services. Professeur Moreno parlait des services, notamment de santé. On parle beaucoup de télédiagnostic dans d'autres salles que celle-ci. Mais vous voyez bien que, quelque part, le numérique permet d'apporter à l'espace tout entier les services qui, naguère, étaient réservés à la ville. La deuxième réflexion que l'on va conduire, c'est que nous sommes non seulement des animaux sociaux, mais on est des animaux socio-techniques. Depuis 300 000 ans, la construction de l'humanité s'est faite grâce à la technologie. On a domestiqué le feu, on a domestiqué l'outil, on a domestiqué la construction, et progressivement, au fil des siècles, nous avons maîtrisé la navigation qui a été un facteur essentiel de colonisation de la planète. On ne serait jamais allé en Australie ou en Amérique du Nord si on n'avait pas maîtrisé la navigation. Et on a, tout au long de la grande période de la fin du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, inventé des outils qui nous ont permis de rétrécir l'espace. Évidemment, l'humanité a été pendant des millénaires une humanité de piétons, et nous aspirons pour certains à le redevenir, mais on se rend compte quand même qu'utiliser une machine pour aller d'un point A à un point B n'est pas désagréable, même si cette machine n'est qu'un vélo. Je rappelle que l'invention du vélocipède a été quelque chose de très important dès le XVIIIe siècle et se traduit aujourd'hui par le fait que dans une ville comme Toulouse, le vélo représente une part significative des déplacements urbains. Mais on a inventé aussi plein d'autres objets, et notamment l'automobile. Et l'automobile, je le rappelle, n'est féminin que depuis 1905.
Auparavant, on parlait de un automobile, c'est-à-dire un objet automobile qui permettait, sans chevaux et sans autres moyens de traction, de se déplacer par lui-même. Le premier automobile célèbre étant le Fardier de Cugnot au début du XIXe siècle. Et aujourd'hui, nous avons diversifié ces moyens, l'automobile, le train, l'avion, et nous avons une palette de solutions techniques pour nous déplacer. Et enfin, troisième volet de cette réflexion, c'est que ce qu'on cherche en se rapprochant, c'est rapprocher des expériences, de l'intelligence, de la culture, de l'expertise. On s'est doté, depuis en gros un siècle, d'une prothèse cérébrale qu'on a appelée l'informatique et qu'on appelle maintenant aujourd'hui le numérique ou le digital. Qu'est-ce que c'est ? Bien, tout simplement, on s'est rendu compte que en traitant l'information que nous, humains, portons dans nos déplacements, par la parole, en la traitant... Bonjour, je crois que je vais Eh oui, bah venez, venez. pour le retard. Non, non, il n'y a aucun problème. C'est vous la mutuelle des motards. C'est marqué dessus, ouais. Voilà. Qu'en traitant de l'information structurée, en étant capable de numériser toute forme d'information, l'image, la musique, on peut, en déplaçant des électrons, avoir un effet similaire, non pas exactement le même, qu'en déplaçant des personnes physiques. Et donc la question qui se pose au XXIe siècle, au fond, elle est simple. Est-ce qu'il faut déplacer des atomes, c'est-à-dire mettre dans une voiture de 1500 kilos, 80 kilos d'humains, pour échanger, pour créer de l'information, ou est-ce qu'il faut déplacer des électrons? Et la question, on se la pose tous les jours. Et le télétravail que la Covid a généralisé nous a montré que nous pouvions non seulement travailler de chez nous, mais on peut aussi se distraire. C'est le grand bonheur de Netflix et de tous les diffuseurs de vidéos. On peut aussi écouter de la musique, on peut aussi créer de la musique. Moi, j'étais absolument fasciné par le fait qu'il y avait des concerts qui se faisaient à distance entre musiciens. Et on peut donc inventer un monde virtuel, mais extrêmement riche. Alors la question de la mobilité, vous voyez bien, c'est une question profondément existentielle, puisque nous sommes au carrefour, nous les humains, de ces trois dimensions. La dimension physique, on aime bien aller prendre un pot dans un bistrot, et on le voit bien que depuis la fin du Covid, les terrasses de restaurants et de bistrots ne désemplissent pas. On aime bien utiliser le bon moyen technique pour aller d'un point A à un point B, c'est un choix individuel qui est une micro-décision qui va se faire de plus en plus en fonction de l'information disponible. Et puis on aime bien, où que nous soyons, et ça c'est la nouveauté, hein, c'est pas tellement chez nous, hein, c'est n'importe où, à travers des outils numériques, aller chercher de l'information. Alors, maintenant la question c'est comment organiser ce grand désordre? Parce que c'est un désordre. Et pourquoi c'est un désordre? C'est parce que nous, humains, on est 7 milliards 600 millions, on a presque tous entre les mains ce choix. Presque tous. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une technologie comme l'Internet qui s'est développée aussi rapidement. Et comme on a ce choix, on l'exerce. Et on l'exerce librement, en fonction de notre intérêt personnel, de notre vision du monde et de notre confort. Parce qu'on va mettre notre énergie, notre temps, là où c'est nécessaire ou là où c'est pertinent. Eh bien, ça crée du désordre parce que les décisions individuelles que nous prenons ont un impact collectif. On va utiliser des routes. Il y a 1 million de kilomètres de routes en France. On va utiliser des infrastructures numériques. On en a parlé tout à l'heure. On va utiliser des moyens techniques, des voitures, des motos, des trains, des réseaux. Et tous ces éléments-là supposent un financement. Il n'y a pas de gratuité. Suppose une coordination, une orchestration,
Et on voit bien que faire en sorte que l'offre et la demande à l'instant T coïncident n'est pas simple. On le fait beaucoup plus facilement en numérique qu'en physique. En physique, on a des congestions urbaines parce que tout le monde va travailler le matin à la même heure et revient à la même heure avec des voitures individuelles ou des transports collectifs. Et ça implique des rationalisations d'infrastructures. Donc, le choix de la mobilité au XXIe siècle, c'est un choix d'une complexité extraordinaire et dont on voit bien qu'il met en jeu les libertés individuelles. Les deux principales crises sociopolitiques que nous avons eues au cours des 20 dernières années sont liées au prix de l'énergie. C'est la révolte des bonnets rouges en Bretagne, à qui on voulait faire payer la taxe carbone qui avait été décidée à la grande majorité de tous les parlementaires, mais qui s'est heurtée à l'hostilité d'une poignée de Bretons et qui s'est généralisée ensuite dans toute la France. Et le deuxième élément, c'est les gilets jaunes, dont la source a été l'augmentation du prix de l'énergie, qui rend le déplacement individuel en voiture plus coûteux. Donc, messieurs, face à ce problème, qu'est-ce que vous nous apportez comme réponse? Alors, on peut commencer avec vous, puisque vous allez vous présenter chacun à votre tour. Le problème de la mobilité électrique, qui apparaît aujourd'hui comme étant une des réponses à peu près équilibrées entre les contraintes environnementales, les contraintes énergétiques et le déplacement individuel, pose le problème de la recharge, et vous avez des solutions innovantes à nous proposer. Bonjour, merci Jean-Pierre pour cette introduction avec beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Bonjour à tous en ligne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est maintenant aussi retransmis à travers le monde avec ces électrons et y aller. Moi je m'appelle Omar Pierre Soubra, je viens du Colorado, donc j'ai utilisé plusieurs mobilités pour vous rejoindre, la voiture, l'avion, le train, qui était très en retard hier soir. Alors, quand on prend la ligne Paris-Toulouse en passant par Châteauroux, évidemment, c'est pas toujours évident. Sur les mobilités électriques, alors j'ai travaillé pour beaucoup de grands groupes, Trimble qui faisait du GPS, de la navigation, ce genre de choses, pour Dassault Systèmes, là en termes de logiciels pour de design de solutions mobiles, et tout récemment avec le groupe Arrow Electronics, qui est un groupe qui fait à peu près 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui s'occupe de la distribution, de la conception de composants électroniques et de solutions cloud qui permettent la cybersécurité, la gestion de données en ligne. Je vais répondre sur le point de l'électrique parce que moi je suis utilisateur de voitures électriques depuis 2012. On a commencé avec des voitures qu'on avait pris en location-vente, je crois que c'est comme ça qu'on dit ici en France, en leasing, parce qu'on ne savait pas vraiment ce à quoi s'attendre avec cette voiture-là. J'ai une petite BMW i3 qui marchait très bien en leasing. Et on s'est aperçu qu'il y avait très très peu d'impact sur notre facture électrique. Donc on a continué, on chargeait à la maison sur une prise de courant. Alors chez nous c'est en 110 volts, ici vous la branchez en 220, vous la laissez toute la nuit et puis le matin vous pouvez repartir. Ça consomme pas tellement plus que votre machine à laver. Donc si vous avez un forfait qui vous permet de charger la nuit, c'est pas difficile. On est passé à la deuxième étape, on l'a acheté, on en a acheté une deuxième et là on est passé avec des panneaux solaires et des batteries sur le côté de la maison, ce qui nous permettait avec ces deux batteries de recharger les voitures sans aucun problème. Et maintenant on a 3 voitures électriques, on a 2 petites BMW i3 que mon fils adore parce que ça se conduit très très vite, c'est un peu comme la moto des ados aujourd'hui. Il y a une belle accélération au démarrage, d'ailleurs c'est un vrai plaisir quand on est au feu rouge et qu'on va très très vite de 0 à 50 ou c'est 30 maintenant à Paris peut-être et qu'on fait une petite course avec des motards. Moi, je suis passé en Tesla, donc en plus, sur la partie mobilité de transport, quand on va de la maison au bureau, c'est la voiture qui vous emmène. Et je suis un fervent défenseur du fait que d'ici une dizaine d'années au grand maximum, on aura accès à des services qui seront des voitures de véhicules autonomes, de moyens de transport autonomes, alors qui seront adaptés à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que et ce qu'on va faire dans la prochaine étape. Donc si vous vous rendez au bureau, ça sera une espèce de petite bulle avec peut-être déjà un moyen de télétravail dans le bureau.
bureau. C'est ce que fait déjà Google aujourd'hui à San Francisco avec les bus qui emmènent les employés de leur lieu de résidence au campus Google dans un bus, puisque le trafic est absolument horrible sur la 101, l'autoroute 101 à San Francisco. Mais ils peuvent déjà commencer à travailler. Ils ont du Wi-Fi au débit dans le bus et ils sont là ils font des conférences, ils font déjà tout sur le truc. Donc eux travailler en mobile, ça existe déjà. Mais moi, demain, quand je veux aller au bureau, j'aurai un véhicule qui viendra à ce moment-là. Quand j'irai faire des courses, ça sera un véhicule un peu différent. Alors soit je me ferai livrer, c'est possible aussi, ou alors j'aurai un véhicule qui a une capacité de chargement qui m'intéresse. Si je vais chez, je ne sais pas si ça existe encore, mais Bricorama ici, et on va citer Castorama et le Roi Merlin pour que tout le monde soit content, j'aurai une espèce de plateforme qui va me permettre d'amener des matériaux en fonction de ce que je ferai, etc. à la maison. Et puis si je pars en vacances, avec les enfants, on aura un petit véhicule bulle qui sera magnifique, qui pourra soit être très très noir et regarder des films sur Netflix parce que le temps est pas beau ou il fait nuit et où les enfants crient un peu derrière, ils vont pouvoir jouer aux jeux vidéo, soit transparente qui nous permettra de profiter des magnifiques paysages qu'on peut voir ici quand on va vers les Pyrénées, où je vois mon ami Julien Toulouse qui vend la ville de Toulouse en permanence, découvrir la cité en se baladant à l'intérieur avec une bulle qui sera interactive et nous permettra de faire ça. Tout ça avec un service, sans avoir de voiture à la maison, avec juste voilà, si vous avez une maison avec un garage aujourd'hui, pensez à ce que vous allez faire de votre garage. Je rigole toujours parce qu'aux États-Unis, j'ai monté une petite société qui s'appelle garageconverter.com, qui est là pour transformer le garage en salle de jeu, en chambre pour enfants, en piscine, pour faire tout ce que vous aurez envie de faire dans ce garage, puisque cet espace est amené à disparaître, la voiture individuelle, et j'y crois fortement. Et encore, je viens d'un pays où la voiture est reine, donc je crois fortement au service de la mobilité. Et ce service inclura l'avion si vous en avez besoin, le train, ce genre de choses. Et vous parliez de gratuité il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui financent les moyens de transport pour les employés. Et je crois qu'il y a deux types de mobilité. Il y a la mobilité obligé dans un sens quand on doit se rendre à un endroit pour travailler, et ça devrait être pris en charge par une entreprise, et c'est ce que moi je veux faire dans la mienne. La deuxième, c'est la mobilité plaisir, où là on va parler motard, on va parler, moi j'ai une Citroën DS de 1970 à la maison au Colorado, voilà, ça c'est de la mobilité plaisir. Ça fait le bol ça au Colorado. Voilà, du plaisir absolument incroyable, parce qu'on peut se permettre de conduire, d'apprécier le temps, d'être dans une autre dimension à ce moment-là, et c'est là où on peut opposer aussi ce genre de mobilité et réfléchir à qu'est-ce que ça amène dans les deux cas. Voilà. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je pense intéressant, effectivement, de réfléchir autour de ces deux thèmes. Il y a la mobilité contrainte. C'est celle que l'on est obligé de faire parce que, encore aujourd'hui, on a des lieux de travail et des lieux de vie qui sont très dissociés et on est encore loin de la ville du quart d'heure. Il y a la mobilité plaisir, c'est qu'effectivement, on a envie, nous les humains, de ne pas être confinés. On en a eu la démonstration à grandeur réelle. On n'a pas envie d'être confiné, donc on a envie de bouger. Alors comment on fait pour bouger quand on est motard ? Est-ce qu'on va avoir des motos électriques ? J'ai vu que Harley Davidson allait en faire une. On a fait une, oui, mais après, voilà, je pense qu'elle subit encore les affres des perceptions de chacun, notamment la définition du motard et de la liaison très directe qu'on fait avec celle de liberté. Et aujourd'hui, beaucoup en fait voient encore l'électrique comme une contrainte, notamment Harley, parce que Harley a essayé. Aujourd'hui, ils ont séparé leur marque. C'était la Harley Davidson Livewire. Aujourd'hui, Livewire devient une marque à part entière. Et donc, c'est à prendre en compte, parce que ça n'a pas été un gros succès commercial pour l'instant, parce que c'est une clientèle en plus très difficile, Harley. Ceci dit, vis-à-vis des... Ouais, avant tout, peut-être plus que les autres. C'est la mobilité à deux roues aujourd'hui. Elle est de facto en train d'évoluer aussi. Nous, notre point de vue, c'est que ce facteur liberté, il doit toujours être ce dénominateur commun. Et on l'a vu notamment dans la période de confinement, c'est que le marché du deux roues dans son ensemble a très bien marché, plutôt surperformé. Aujourd'hui, il marche encore très bien. Les seuls points de vue négatifs qu'on y trouve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, comme chacun sait, donc c'est un peu difficile d'avoir une moto neuve. Ceci dit, ou un vélo, même un vélo. Et aujourd'hui, du coup,
nous, ce qu'on a vu, c'est que cette notion de liberté s'est rapprochée avec la crise sanitaire parce que les gens se sont écartés un petit peu des transports en commun qui présentaient un risque. De l'autre côté, si vous ne prenez plus le transport en commun, il vous reste l'automobile. L'automobile, c'est la congestion des villes. C'est un peu plus compliqué du coup de venir travailler dans les temps quand on avait encore à aller travailler. Donc le deux roues en fait est devenu encore cette sorte d'évasion, de liberté, etc. Et on parlait de mobilité du futur. Comme je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a plusieurs types de mobilité. Cette mobilité contrainte, elle est évidente. Il y a la mobilité plaisir. Nous, ce qu'on pense, c'est que de toute façon, c'est que la difficulté à laquelle on va faire face, c'est qu'on doit impulser une stratégie collective face à des problématiques qui sont extrêmement individuelles. On parlait de garage converteur, c'est assez intéressant. Moi, je prends mon cas. J'habite à Montpellier, à 10 km de Montpellier. Ma femme a la chance de sans doute avoir très bientôt une voiture de fonction. Parmi les voitures de fonction, il y a le choix d'avoir une électrique ou une hybride. Et très pragmatiquement parlant, je ne peux pas recharger ma voiture. Je ne peux pas, je ne garde pas ma voiture chez moi, j'ai pas de garage intérieur, j'ai pas d'accès à une prise extérieure. Elles sont garées dans la rue, c'est un petit village, il n'y a pas de borne d'accès, et puis c'est des bornes collectives, c'est toujours un peu délicat aussi. Donc j'ai une problématique très individuelle, alors que le geste éco-citoyen, quelque part, en fait, j'aurais pu le faire. Techniquement, le parcours s'y prête, etc., j'aurais pu. Ceci dit, si je prends de l'autre côté, j'ai la moto. La moto, je peux la rentrer. Et la moto, elle s'y prête tout à fait. Parce que justement, je fais un petit parcours, je suis à 10 km de mon travail, je peux me recharger à mon travail, lui, je peux la stocker. Et donc concrètement, oui, la question va se poser pour moi, pourquoi je n'irai pas sur le choix d'électrique en deux roues? Parce que ça s'y prête énormément. Alors après, nous, on est spécialiste, comme vous le savez, d'assurance moto. Moi, mon poste, je suis chargé d'innovation à la direction générale. Donc, je suis là pour regarder un petit peu comment le marché va évoluer, comment on peut y répondre, comment l'assureur que nous sommes peut apporter sa pierre à l'édifice. Et on est un peu, comme dirait l'autre, assureur militant. Donc, on a toujours vocation à porter la parole du deux roues. Et sur ces mobilités, en fait, on a vu justement cette crise arrivée sanitaire, cette crise arrivée, c'est un peu présomptueux, mais on a vu ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, l'évolution du deux roues. Et en fait, quand on creuse, en fait, on voit encore toutes ces problématiques individuelles. C'est-à-dire pourquoi je ne passe pas à l'électrique. Donc il y a des questions de perception, la question de sensation, d'aspect négatif, justifié ou non, la plupart du temps non. Mais il y a aussi des problématiques très concrètes qui sont celles, elles, dictées souvent par les collectivités. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité deux roues, le premier facteur, quand on pose la question, on dit pourquoi vous allez travailler en deux roues. Il y en a beaucoup qui sont des passionnés, voilà, parce que j'aime cette notion de liberté, d'être en cabriolet, quoi. Et les seconds qui vont se dire parce que je peux me garer facilement. On voit les choix de collectivités qui sont en train de changer. Paris va faire passer les stationnements de roues de manière payante et c'est pas anodin dans un budget comme ça. Et j'étais à Paris encore hier et quand on sort de la gare de Lyon, on voit des centaines, je dis bien des centaines de deux roues qui sont stationnés là, qui servent, on va dire, de vecteur multimodal pour des gens qui habitent un peu plus loin, qui viennent en train, qui montent sur leur scooter pour aller à leur lieu de travail. Mais quand je dis à leur lieu de travail, c'est qu'ils vont à leur lieu de travail, pas à 50 mètres. Ils vont à leur lieu de travail, ils se garent devant. Et c'est ça qu'ils cherchent avant tout. Donc aujourd'hui, quand on disait qu'il y a des problématiques individuelles qui font cette somme-là et ce défi, je pense qu'il faut les traiter dans leur ensemble. Et pour valoriser une mobilité, quelque forme qu'elle soit, évidemment le plus vertueux possible, il faut prendre en compte les desiderata de chacun et les besoins de chacun. Le stationnement est un problème, la recharge est un problème. Le succès de Tesla, pour moi, il y a deux vecteurs, au-delà du fait qu'elle marche très bien. C'est le premier, c'est qu'elle a été construite par des gens qui ne faisaient pas de la voiture, et j'ai travaillé 15 ans dans l'automobile chez un constructeur, je sais de quoi je parle. Elle a été construite par des gens qui sont partis du besoin client. Elle dit de quoi on a besoin, on va leur fournir une solution. Quels sont les pain points, quels sont ces points de friction en fait dans l'automobile qui font que aujourd'hui c'est une contrainte, parfois on n'y prend pas de plaisir. Tesla a amené une solution. La deuxième force de Tesla, c'est que quand elle est arrivée en France, c'est rare quand même qu'une nouvelle marque s'implante à cette vitesse en France. Elle a construit aussi son réseau de recharge. Elle a construit son réseau de recharge et c'est fait qu'il y a quelques années encore, je me faisais la réflexion, on s'arrête à l'ère de la Lozère sur la 75, il y a des bornes Tesla. Et ça, c'était nouveau, en fait. Ils ont fourni l'ensemble des solutions pour, encore une fois, fixer ces pain points et amener des solutions. Et le travail des collectivités est de construire cette mobilité du futur et la ville du futur. Je pense qu'elle devra passer par là, par identifier ces points de friction qui font qu'aujourd'hui, la mobilité ne change pas et qu'on est encore figé, parfois, à vouloir venir tout seul dans sa voiture diesel en ville, quoi. Tout à fait. Les changements sont effectivement très lents. Ça pose un problème d'investissement et d'équilibre économique. Comment on fait? On sait bien que mettre des bornes de recharge, ça ne rapporte pas un rond.
C'est une question qui m'est adressée. Oui. Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc Damien Autain, je représente le groupe EDF et je vais répondre à la question. Je vais simplement rappeler que nous sommes 9200 collaborateurs en Occitanie et œuvrons au quotidien pour la transition énergétique des territoires autour de la production. Je rappelle qu'en Occitanie, elle est 100% décarbonée. Autour du nucléaire, du grand hydraulique, des énergies renouvelables, les réseaux évidemment, et puis tous les services aval. Et là, je vais vite arriver aux services autour de la mobilité, les nouvelles formes de mobilité. On parle beaucoup aujourd'hui de la mobilité hydrogène, ça ne va pas être l'objet de mon propos, mais c'est vraiment énormément d'investissements sont mis aujourd'hui sur la mobilité décarbonée autour de l'hydrogène, autour de l'hydrogène notamment pour les poids lourds, qui représentent énormément. L'hydrogène, c'est pas gagné. Hein. Oui, ça c'est un autre débat. On peut parler d'hydrogène vert, d'hydrogène décarboné. C'est un autre débat. Là, aujourd'hui, moi, je vais faire un focus sur la mobilité électrique, qui, elle, est décarbonée, qui ne projette pas de particules fines, qui est quand même un fléau aujourd'hui dans notre société, dans nos collectivités. Et finalement, on a parlé de mobilité contrainte, on a parlé de mobilité plaisir. Moi, j'ai envie de vous parler de mobilité utile. Le partenariat que nous avons construit avec l'ADEME, avec la région Occitanie, avec ADOC, c'est un partenariat pour faire un démonstrateur géant en Occitanie, installer plus d'une centaine de bornes électriques qu'on appelle aujourd'hui véhicules to grid. V2G, ce sont des bornes électriques qui sont intelligentes, qui sont smart et qui permettent à la fois de recharger un véhicule au meilleur des moments, c'est-à-dire quand l'électricité est en abondance, qu'elle n'est pas chère, avec une priorisation donnée aux énergies renouvelables. Ça veut dire que déjà, par rapport à l'intermittence que l'on connaît et du problème des énergies renouvelables, eh bien on va pouvoir stocker cette production d'électricité renouvelable au travers des batteries des véhicules électriques au meilleur des moments, c'est-à-dire quand on n'en a pas forcément besoin sur le réseau. Et cette expérimentation va plus loin, puisque non seulement on recharge au meilleur des moments, mais en plus on va pouvoir réutiliser cette électricité stockée pour la réinjecter dans le réseau au moment où le réseau en a le plus besoin, c'est-à-dire le matin quand on se lève et qu'on allume tous nos appareils, ou le soir quand on rentre et qu'on a du coup ces fameuses pics de consommation. Donc là, on a un véhicule et des bornes de recharge avec une centrale virtuelle de grandeur nature, plus d'une centaine de véhicules à l'échelle de l'Occitanie, et on va pouvoir tester grandeur nature, cette expérimentation de flexibilité, qui est un mot très très important aujourd'hui, et de stockage de l'électricité. Imaginez si vous vous projetez demain en France, vous avez quelques millions de véhicules, tous représentent un stockage. Ça veut dire que demain, la problématique du stockage de l'électricité est une révolution technologique attendue, et on pourra du coup faire produire plus à partir d'énergie renouvelable parce que nous pourrons stocker et gérer l'intermittence. C'est ce qui est en train d'être démontré en Occitanie, et pour le moment nous sommes sur les 100, avec la crise Covid, nous avons installé une cinquantaine de bornes V2G auprès des collectivités territoriales et auprès des industriels, et il faut le savoir, c'est plus cher à l'achat, c'est le double, c'est à peu près 3 000 € une borne V2G, mais aujourd'hui elle est financée à 100% par les aides de la région. Donc c'est bien une impulsion des collectivités justement pour essayer de traiter au mieux cette problématique de la mobilité et de développer ce qui sera demain la borne intelligente. On sera chez soi, voiture dans un garage ou à côté, des panneaux solaires qui vont alimenter en direct ce véhicule, qui servira de stockage, soit le jour où il y a une panne d'électricité pour alimenter votre maison, ce qui peut être très très utile quand on n'a plus d'électricité aujourd'hui, soit pour alimenter le voisin quand il va faire un appel de puissance et de demande d'électricité pour lancer sa machine à laver au moins bon moment, et vous serez payé pour ça. Aujourd'hui, ce qui est aussi testé, c'est comment est-ce qu'on rétribue le fait que moi, en tant que propriétaire de voitures et de bornes, je vais restituer une partie de l'électricité que j'ai stockée sur le réseau. Voilà, donc on est en train de tester ces modes de double facturation quand je fais le plein et quand je le mets à disposition du réseau. Merci. Je pense que vous voyez, quand on parle du futur, de la mobilité, on coche 3 cases instantanément. On coche la case logement. Et vous dites,
ben, je ne peux pas me connecter parce que je ne peux pas recharger ma voiture ou ma moto électrique parce que je n'ai pas de borne, je suis dans un petit village. Et là, on voit bien que le logement a vocation à être la borne de recharge normale pour le véhicule électrique, qui ne sera complétée que par des bornes de recharge le long de la voie publique, que lorsqu'il n'y a pas d'alternative individuelle. Et donc il y a déjà une réflexion extrêmement intéressante dans la gestion globale de l'énergie, et parce que cette énergie, on va la consommer à un certain moment, quand on va recharger sa voiture, mais on peut la restituer de façon pertinente, ponctuelle, lorsqu'il y a de fortes demandes sur le réseau. Donc ça veut dire le logement et le réseau qui va avec, c'est vraiment quelque chose de très structurant. Et quand on parle de ville intelligente, on va parler de réseau d'énergie, production et distribution. Vous avez parlé de panneaux solaires. On est aussi, et ça c'est une grande révolution culturelle dont je pense qu'on n'est pas encore parfaitement conscient, c'est que nous ne sommes plus seulement consommateurs d'énergie, mais on est aussi producteurs d'énergie. Alors, de façon anecdotique, moi j'ai une voiture électrique, et ce que j'adore, c'est le freinage régénératif. Parce que ça, il n'y a rien de plus intelligent. Alors, le freinage régénératif, c'est que quand vous freinez, vous refabriquez de l'énergie. Et comme j'habite en zone de montagne, je me régale à fabriquer de l'énergie quand je descends un col. Évidemment, préalablement, je l'ai consommée. Mais c'est l'idée du STEP, qui est la base de la gestion des réseaux énergétiques. C'est on consomme et on restitue l'énergie. L'électricité, c'est génial. Parce qu'un moteur électrique, c'est à la fois quelque chose qui permet d'avancer, mais aussi qui permet de produire de l'énergie électrique. C'est réversible. Il n'y a pas d'autre exemple. Et ça, c'est passionnant. Et c'est la raison pour laquelle le 21e siècle sera le siècle de l'électricité. Et ça, c'est très structurant. Deuxième composante de notre réflexion mobilité, c'est la mobilité contrainte, on en a parlé, on va aller travailler. Mais là aussi, la crise de la Covid a montré que le travail ne s'exerçait pas nécessairement dans un lieu fixe. Pourquoi un lieu fixe ? Eh bien, tout simplement parce que l'histoire de la révolution industrielle a désolidarisé le lieu de travail du lieu de vie. Pendant des millénaires, les paysans, ils travaillaient dans leurs fermes, ils habitaient dans leurs fermes. Et encore aujourd'hui, bien qu'il y ait de plus en plus d'exploitations industrielles, agricoles qui deviennent industrielles, et où les agriculteurs n'habitent plus dans leur lieu de production. Les artisans habitaient là où ils travaillaient, et ce qui est encore le cas dans de nombreuses situations. Mais la révolution industrielle a fragmenté le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, où on agrège les travailleurs ensemble autour d'un processus de production fondé sur la mécanisation de la main-d'œuvre essentiellement, parce que les machines sont chères, et donc on ne va pas les mettre n'importe où. Mais la révolution du 21e siècle, c'est la révolution non pas de la main-d'œuvre, mais du cerveau d'œuvre. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos entreprises ? Notre intelligence. Et notre intelligence, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir derrière un écran d'ordinateur dans un immeuble de bureau pour l'utiliser. Et ça, on vient de le comprendre. On a gagné des années dans cette prise de conscience que les réseaux maillés collaboratifs, qui sont propres à l'exploitation pertinente du cerveau d'œuvre, ne justifient plus des lieux physiques. Et toute la communauté est en train de réfléchir à ces questions-là, parce que ça a des implications considérables sur les lieux de bureau, sur les lieux de production industrielle et, bien évidemment, sur le mode d'organisation du travail. Parce que l'intérêt du lieu de travail, c'est aussi d'être un lieu de surveillance. Et donc, dans le système hiérarchique pyramidal propre à la main-d'œuvre, eh bien, on a besoin de botter le cul aux travailleurs. C'est ce qu'on a fait depuis la révolution industrielle, en ayant dans un lieu unique. Dans le système du 21e siècle fondé sur le cerveau d'œuvre, eh bien, il va falloir trouver d'autres moyens
pour activer le cerveau d'œuvre et le rendre utile collectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que les gens rechignent à retourner au bureau actuellement, se disent « Oh là là, moi j'ai pas envie de voir la gueule de mon petit chef tous les matins, et c'est bien sympa d'aller au café avec les collègues, mais enfin c'est quand même plus sympa de bosser à distance, en tout cas pour une partie de mon activité. » Donc, la mobilité remet complètement cette notion du travail et de l'organisation géographique du travail en cause, comme d'ailleurs la distribution des biens physiques avec le e-commerce qui s'est généralisé pendant la crise. Et le troisième élément, c'est la technologie. Vous voyez bien aujourd'hui que de dire que ma voiture va devenir un lieu de stockage d'énergie, ça change absolument tout. Ça remet dans une perspective nouvelle l'utilisation d'un véhicule. La technologie ne se borne pas à ça. Regardez ce qu'on a inventé avec Blablacar. Qu'est-ce que c'est Blablacar? Un truc génial. On a inventé un service public de mobilité fait par des particuliers volontaires, sans statut, sans convention collective, qui acceptent de trimballer dans leur voiture pour une modeste contribution des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est absolument fascinant. Et pourquoi ça a marché, Blablacar? Parce qu'on a sécurisé la transaction, grâce à l'information partagée et au fait qu'on a un tiers de confiance qui vient entre le propriétaire du véhicule et l'utilisateur. Vous voyez donc qu'on est à l'aube d'un changement anthropologique qui bouscule l'habitat, le travail, la mobilité, la ville, mais aussi la campagne. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de charger sa voiture dans une maison individuelle à la campagne. C'est beaucoup plus facile que de le faire lorsqu'on habite dans un immeuble urbain. Donc la mobilité aujourd'hui au XXIe siècle, on ne peut pas l'isoler du contexte socio-technique, il faut la réinjecter dans l'ensemble des éléments qui se mettent en mouvement et qui titillent profondément les organisations sociales. Et on voit bien d'ailleurs, et vous l'avez tous dit, que nos micro-décisions, tiens, ce matin, il pleut, ah ben je ne vais pas prendre ma moto, je vais aller prendre le bus et le transport en commun. Oh, et puis non, ça m'emmerde les transports en commun, je suis un peu en retard, je vais prendre ma bagnole. Ah ben non, je ne prends pas ma bagnole parce que ma femme la prend pour emmener les enfants à l'école. Alors, ah ben je vais téléphoner à mon copain qui habite à 300 mètres, où je vais aller en vélo et je vais partir avec lui. Cette micro-mobilité, comment voulez-vous que les organisations rigides, publiques, les TCO, RATP et autres, puissent s'adapter instantanément à ça? Ça suppose, là aussi, un changement radical dans l'organisation des transports, de la ville et des structures. Ce qu'on appelle ville intelligente, c'est coller ces différentes couches de logique et de cohérence pour prendre les décisions de la manière la plus pertinente en termes de zéro carbone, puisque l'objectif, c'est 2050 en Europe, c'est carbone zéro, hein. C'est-à-dire on n'émet plus de carbone. Ça, c'est pas évident et ça va avoir des incidences tout à fait considérables. En termes de droit du travail, qu'est-ce que ça veut dire le lieu unique de travail? Ça ne veut plus rien dire pour une grande partie des gens. Et en termes de planification de l'urbanisme. Et quand on réfléchit à ce qu'est un bâtiment intelligent dans une ville intelligente, c'est un truc impossible à imaginer, puisqu'il doit être rigide, parce que c'est un bâtiment, et flexible, puisqu'il va contenir des usages différents. Donc, on est confronté à des trucs comme ça. Alors, la mobilité, c'est une variable d'ajustement très axée sur la liberté individuelle et le confort, et le choix que l'on fait à un instant T de son confort, mais aussi très tributaire de décisions d'investissement collectives. Si on peut avoir ce choix, c'est parce que la collectivité finance des routes, des autoroutes, des parkings, des voies ferrées, et que donc il faut accepter aussi que dans le débat démocratique, il y ait une place considérable
donner au choix du financement de ces investissements. Vous savez que quand vous prenez un transport en commun, le prix du billet que vous prenez représente entre le quart et le tiers du prix de revient du service. Entre le quart et le tiers du prix de revient du service. Quand vous prenez votre voiture individuelle, vous ne payez pas l'usage de la route. Or, il faut bien que quelqu'un s'en occupe pour l'entretenir. Et donc, il y a une fiscalité automobile. Tout le monde hurle sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Mais on a besoin d'une taxe affectée à l'entretien des routes. Je rappelle, 1 million de kilomètres de routes, ça coûte à peu près, pour l'entretenir convenablement, 70 à 80 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, on n'y affecte que la moitié de cette somme-là. Parce que ça ne se voit pas. Et le fait qu'une route tombe en ruine en 2030, ça ne va pas exciter les élus d'aujourd'hui. Parce que c'est au-delà de l'ordre moral. Alors, messieurs, moi je voudrais maintenant qu'on revienne sur votre vision personnelle du futur. Aux États-Unis, pays de l'automobile reine, je lis que les jeunes passent de moins en moins le permis de conduire. Qu'est-ce qui va se passer alors qu'il n'y a pas, que la ville a été déstructurée aux États-Unis? Il n'y a plus de centre-ville, elle est complètement explosée. Comment on va pouvoir vivre aux États-Unis si on n'a pas de voiture individuelle? Alors vous avez donné une ébauche de réponse, c'est la voiture autonome. Mais votre vision concrète, vous vivez dans le Colorado, qui est quand même un coin plutôt sympa. Comment vous allez vous déplacer? Pour aller au ski, pour aller vous balader? Alors c'est simple, c'est simple et compliqué à la fois, comme vous l'exprimiez. Il y a plusieurs réflexions qui se font là-dessus. Alors évidemment, le service de véhicules autonomes micro, c'est le BlaBlaCar autonome en quelque sorte. Et c'est aussi la vision que Elon Musk vend aux possesseurs de Tesla en leur disant achetez l'option d'autonomie, puisque votre véhicule, vous pourrez le mettre en libre service à la Uber, à la BlaBlaCar, un jour, voilà, mais un jour peut-être, on verra. Il paraît que ce week-end, ma voiture va recevoir une mise à jour me permettant de la laisser conduire un petit peu plus toute seule encore. Ça va être une... Et c'est ce que certaines villes ont déjà commencé à comprendre, et c'est probablement plus facile aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on ne s'attache pas. On ne s'attache pas à la construction, à un bâtiment, etc. Quand on n'en a plus l'usage, on le rase. Et on fait quelque chose d'autre. Au cours de mes 16 dernières années au Colorado, j'ai vu des constructions de centres commerciaux et qui maintenant ont complètement disparu parce qu'on n'en avait plus l'usage, il y en avait un de trop, etc. On l'a rasé et on a refait et on est en train de reconstruire un nouveau quartier d'usage mixte, travail, business et logement, avec l'espace pour faire un petit marché en extérieur, avec des terrasses de café, avec le bureau à côté, etc. Avec une connexion ferroviaire qui permet de se relier au réseau de tram de la région. Et je pense que cette génération qui aujourd'hui... alors les gens rigolent en disant ouais mais ils travaillent dans les Starbucks ou les cafés, ils sont avec leur casque, ils prennent un café, ils travaillent toute la journée dedans. Ce sont déjà des télétravailleurs sur lesquels de la grande forme. Et on rigolait avec Damien quand vous aviez dit oui la partie hiérarchique, ça reste encore très très français cette surveillance. On en rigole beaucoup quand on entend parler aux États-Unis de la régulation du télétravail. Et pourquoi faut le réguler? C'est quelque chose de très bien. Si l'employeur a décidé, enfin moi je connais de plus en plus de start-up et d'entreprises qui se dématérialisent, qui donnent des espaces pour se rencontrer, dans lesquels on va travailler, mais qui aujourd'hui n'ont plus de bureau. Et ils embauchent des talents en Inde, en France, aux États-Unis, là où sont les talents, avec des gens, avec les moyens dans lesquels ils peuvent se permettre, bien évidemment. Et donc, le futur est-il sur la dématérialisation de l'entreprise? Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dématérialiser. Quand on a une centrale nucléaire, il faut qu'il y ait des gens qui viennent
quand même de temps en temps travaillé. J'en ai numérisé quelques-unes dans ma jeunesse. Je sais que voilà, il faut du personnel. On peut pas toujours se fier qu'aux robots. Hein. Ça reste une problématique. Mais aujourd'hui, on parlait de mobilité contrainte et de mobilité plaisir. Il y a aussi le travail contraint et le travail plaisir. Plus on vieillit, plus on fait de travail plaisir. Donc c'est un conseil aux jeunes. Allez-y. Je vois beaucoup de jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui. Travaillez beaucoup aujourd'hui parce que quand vous aurez une quarantaine d'années, ça vous donnera peut-être l'opportunité de faire des choses que vous avez vraiment envie de faire. C'est rare de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on a 20 ans. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Donc c'est très différent. Mais ce futur est plus facile à faire aux États-Unis, encore une fois. Ici, je me vois mal raser une partie de la ville de Toulouse en centre-ville parce que c'est protégé, les bâtiments historiques. Et ça a aussi sa valeur. Hein, c'est très joli, etc. Mais là, on a la chance, je suis logé au Mama Shelter à Toulouse. Et ben, il y a une façade qui conserve le bâtiment original qui est très joli, etc. Mais quand vous allez de l'autre côté, c'est juste une façade. Elle est soutenue. C'est un peu un décor hollywoodien qu'on fait, etc. Et à l'intérieur, on en a un usage d'hôtel, restaurant, salle de conférence qui aujourd'hui sont comme ça. Alors, on peut le faire aussi en Europe. C'est un peu plus compliqué. Mais ce futur-là existe et il est possible de le faire. Donc votre vision, c'est un futur hybride. Il va y avoir du physique là où c'est pertinent et agréable, et il va y avoir beaucoup de virtuel. De plus en plus. Les deux, on va se déplacer le moins possible et le mieux possible avec des véhicules électriques et autonomes. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez du personnel, hein, je ne suis pas un spécialiste du futur. Simplement, ce que je pense, il y a quand même deux éléments. Il y a la notion de circuit court. On en parle beaucoup pour l'alimentaire, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus également pour soi. Oui, pour l'énergie, mais même pour soi. C'est-à-dire que pour travailler, mettre un siège social énorme à un endroit, à Toulouse ou à Paris, et demander à l'ensemble de ses salariés de faire 2 heures de bouchon pour l'atteindre le matin et repartir le soir, ça, je pense que c'est complètement dépassé. Donc, heureusement, je n'ai pas investi dans l'immobilier d'entreprise. Mais en attendant, je pense énormément et je crois énormément aux tiers-lieux. Les tiers-lieux disséminés un petit peu partout, parce que contrairement peut-être à beaucoup, moi le télétravail c'est pas forcément mon truc. J'aime les gens, j'aime les voir, et passer ma journée devant un écran, ça peut m'être utile de temps en temps, mais c'est sûrement pas ce que je souhaite tout le temps. Et du coup le tiers-lieu, l'idée c'est de se rassembler avec d'autres collègues, d'autres entreprises. En plus le partage est hyper intéressant, en plus d'avoir l'accès au réseau et l'accès à tout ce qu'on veut pour pouvoir travailler comme il le faut. Voilà, donc moi, je crois beaucoup à la notion de circuit court. Et ensuite, il y a quand même une notion de temps, parce qu'il y a beaucoup d'habitudes très, très ancrées sur le véhicule individuel, sur son propre confort. Et changer ses habitudes, même s'il y a une urgence climatique, malgré tout, ça va demander beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps. Et nous sommes tous acteurs de ça. Voilà. C'est le temps, hein, donc on en est conscient. Alors les motards dans le futur, ça va ressembler à quoi ? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon voisin parce que je pense que c'est ce que j'allais dire. C'est que quand je suis arrivé à Paris il y a quelques années, je suis parti depuis longtemps maintenant, mais à une époque en fait il y avait 39 sociétés du CAC 40 qui avaient leur siège à Paris. Ouais. La société aujourd'hui fait que je pense que c'est une totale aberration. En fait, c'est la concentration humaine, tous les problèmes qui vont avec, les prix de l'immobilier. Et même sans en l'avoir vu de loin, moi je travaillais pour PSA. Les sièges sociaux, ils ont changé 4 fois. Sièges sociaux, pardon. Ouais. Ils ont changé 4 fois en quelques années là. Ils étaient porte de Paris, puis après avenue de la Grande Armée, puis à Rueil, puis ça a encore changé. Ouais. Ils se sont éloignés et ils comprennent les mêmes choses. En fait, c'est qu'il n'y a plus ce besoin-là d'avoir des sièges sociaux gigantesque et qui concentre tout le monde dans une problématique. Et je crois que le seul, à l'époque, ça a dû changer. Hein. La seule société qui n'avait pas son siège à Paris, c'était Michelin. Parce que historiquement, c'est toujours le cas. Ils ont même fermé leur bureau parisien. Et du coup, ça paraît beaucoup plus logique aujourd'hui d'arriver vers des choses qui sont des tiers-lieux, qui sont raisonnés. Et moi, ma position, en fait, ça va être de dire, c'est que j'avais lu un article il y a pas très longtemps, en fait, un an ou deux, que la prochaine génération, après la mienne, j'ai 42 ans, donc c'est plutôt les gens qui sont dans la salle, c'était une génération qu'on appelait no bullshit, c'est-à-dire que
faut pas leur mentir, quoi. Ils sont pas dupes. Si ça n'a pas d'intérêt, sauf que c'est les us et coutumes, ça les saoule. C'est aussi direct que ça, en fait. Aller faire 30 km le matin pour faire quelque chose qu'on peut faire à la maison, c'est toute une génération qui va se dire, mais moi je vais trouver le travail où je vais pouvoir le faire à la maison. Et avec cette proportion d'interaction sociale qu'il faudra quand même mesurer, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le télétravail. Il y a des métiers qui nécessitent beaucoup d'interaction, des métiers qui nécessitent moins, il y a des personnalités qui les nécessitent, il y a des entreprises qui l'ont compris, il y en a qui l'ont moins comprise, et tout ça en fait va dicter beaucoup de choses, parce que quand on parle de sièges sociaux, on parle aussi des collectivités qui cherchent à attirer ces sociétés-là, qui construisent leur ville en fonction, et qu'on arrive à avoir des villes totalement se transformer. Il ne faut pas qu'on arrive à des mama shelters partout, c'est-à-dire qu'on garde une façade et qu'on revient à l'intérieur. Il faut qu'on garde une vie, mais comment on garde une vie en ville avec toutes ces problématiques-là? Qu'est-ce qu'on va venir faire? Quel est le vrai intérêt de venir en ville aujourd'hui quand vous pouvez travailler à la maison et avoir 700 mètres carrés de jardin? Oui, je voulais compléter, on parle de Clermont-Ferrand. Nous sommes 13 départements en Occitanie, 2 énormes métropoles et des départements qui sont très ruraux, montagne, littoral, rural. Il va falloir aussi qu'on arrive à réconcilier le monde des métropoles du monde du rural. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire et qui est sujet à énormément de tensions. Quand on a quelqu'un qui vit à la campagne pour rejoindre son travail dans une métropole qui va devenir ZFE en plus, ça veut dire qu'on ne pourra plus rentrer avec son véhicule essence ou diesel, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire potentiellement de nouvelles crises demain. Donc comment est-ce qu'on réconcilie les territoires? Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est une vraie interrogation. Parce que si la personne qui habite aujourd'hui à 40 km de Montpellier, qui prend sa voiture parce qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'infrastructure de toute façon, elle peut s'arrêter dans quelques villages avant pour avoir un lieu partagé dans lequel on apprend, on a ces interactions sociales-là sur lesquelles on ne va pas congestionner une ville qui l'est déjà, on ne va pas la polluer, etc. Et on fait vivre ce village, ce tiers intermédiaire aussi. Et faire vivre ce village, ça veut dire que c'est peut-être dans ce village qu'on va déposer ses enfants à l'école ou dans son village de résidence. C'est peut-être là qu'on achètera son pain et qu'on redynamise un petit peu tout. Je pense que le choix d'implantation des entreprises dicté aujourd'hui par ces nouvelles technologies va tout retransformer, et je dirais même plus, en fait, doit tout retransformer. C'est obligé. Quelques réactions de la salle. Monsieur. J'avais une question par rapport à l'électrique. Est-ce que c'est pas remplacer un problème par un autre? Parce que l'électrique, c'est des batteries, on est d'accord? C'est ça? Oui. Et par exemple, une batterie, ça a une durée de vie. Ça peut être pour une voiture, je ne sais pas, je pense que c'est 10-15 ans. Après, les batteries, pour les recycler, on ne peut pas les recycler entièrement. Si. Alors, je peux donner la réponse rapidement, hein, mais il y a beaucoup de, là comme ailleurs, beaucoup de fausses informations qui circulent sur les batteries. Il n'y a pas de terre rare dans les batteries, par exemple. Faut savoir ça. La batterie, c'est du lithium. Le lithium, c'est comme l'aluminium. Ça se recycle à l'infini. On peut parfaitement isoler le sel de lithium. Il y a 3 kg de lithium dans une batterie d'une voiture électrique, dans les batteries des voitures électriques, et ça se récupère totalement. Ensuite, l'essentiel de la problématique de la batterie, c'est les cathodes, anodes. Alors, vous savez qu'on va faire circuler des électrons à l'intérieur d'une électrode, d'une électrolyte, qui est pour le moment liquide et qui demain va être solide. Et le problème, c'est effectivement la physique et la chimie de la cathode, où on utilise encore du cobalt, qui est produit dans des conditions absolument dégueulasses en République centrafricaine, d'où tout le débat là-dessus. C'est en cours de solution. Vous savez, les voitures électriques, elles n'ont que 10 ans. La voiture thermique a 138 ans. Donc, le travail à faire pour l'industrie sur les batteries, sur les voitures électriques, est colossal. Mais je peux vous garantir que toute voiture électrique, même avec des mix énergétiques aussi pourris que celui de la Pologne, où il y a du charbon et de la lignite, produit moins de CO2 au cours de son cycle de vie qu'une voiture thermique. Et donc, ça a été démontré dans tous les sens. Il y a encore, évidemment, beaucoup de progrès à faire, mais la voiture électrique, comme la traction électrique, comme l'électricité, sont des éléments absolument très robustes sur le long terme. Bon, il faut qu'on rende l'antenne. Hein. Belle question. Aux États-Unis, on appelle ça une opportunité.
On fait du business, Voilà. on crée une société pour s'occuper de ce problème de cobalt. Et il y a plein d'usines de recyclage de batteries en Europe, mais qui ne tournent pas. Pourquoi ? Parce que les batteries durent très longtemps. Une voiture aujourd'hui électrique a 15 ans d'espérance de vie avec ses batteries. Voilà, eh bien messieurs, merci de votre contribution. Merci à vous. Et eh bien, il faut qu'on prenne notre destin en vie, et vous avez compris que notre destin sera hybride.